Espace TV, le 22h. Très heureux de vous retrouver sur Espace TV, il est l'heure du 22h. Au sommaire, toujours pas de nouvelles des pilotes de l'hélicoptère disparu hier en mer à Kaloum. Les recherches se poursuivaient ce mercredi. Les familles des officiers introuvables sont inquiètes. Elles semblent avoir perdu espoir. Faya Milimono reste en prison malgré les nombreuses requêtes introduites par ses avocats auprès des juges. Le leader du bloc libéral passera sa 6e nuit à la maison centrale de Conakry ce mercredi. Sa formation politique trouve cela inacceptable. En Afrique du Sud, les orphelinats débordent. Environ 3000 enfants sont abandonnés chaque année dans le pays, selon la Coalition nationale de l'adoption, un phénomène qui inquiète les organisations des protections de l'enfance. C'est tout pour le titre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 22h. L'hélicoptère disparu hier dans la mer à Kaloum n'a toujours pas été retrouvé. Selon le directeur de l'information et des relations publiques des armées, les recherches sont en cours pour retrouver l'engin et les 2 pilotes qui se trouvaient à bord. Ali Badara Kamara et Ibrahima Souri-Souma l'ont rencontré ce mercredi. Suivez. C'est aux environs de 10h45 ce mardi qu'un hélicoptère s'est abîmé en mer dans la commune de Kaloum. Aussitôt informé, le ministre de la Défense nationale a instruit au service de recherche maritime de se mettre à la tâche. Depuis hier, les agents des services de la Marine nationale sont à pied d'œuvre pour retrouver les débris de l'appareil et les occupants malgré les fortes pluies. Les recherches se sont poursuivies ce mercredi matin. Jusque-là, aucune information par rapport aux victimes du crash. Donc depuis ce 6 août, les recherches se poursuivent avec la Marine nationale et les secouristes. Il y a des plongeurs secouristes justement sur la zone du crash. Et pour le moment, c'est l'information que l'on peut donner. Il y avait 2 membres d'équipage à bord de l'hélicoptère. Le directeur de l'information et des relations publiques de l'armée rassure que les services de recherche maritime sont équipés pour mener à bien les recherches malgré les difficultés liées à la météo. Et les recherches se poursuivent activement avec de nouveaux moyens parce que ce qui a un peu compliqué les recherches hier, toute la journée, la météo ne nous a pas permis de travailler facilement. Il y avait une forte pluie sur Conakry hier toute la journée et la nuit. 24 heures après le drame, les causes restent encore non élucidées. Le colonel Ablaye Diallo est un pilote expérimenté, mais tout comme aussi le copilote. C'est des gens qui ont l'habitude de voler sur cet appareil. Pour le moment, la seule chose que je peux ajouter est que l'inspection générale des forces armées guinéennes a ouvert une enquête de commandement et l'accent est mis plutôt pour le moment dans la recherche de l'hélicoptère et de son équipage. L'état-major des armées a déployé les délégations pour se rendre dans les familles des 2 victimes qui restent introuvables. 24 heures après ce drame, les Guinéens sont sans nouvelles des 2 pilotes, le colonel Abdoulaye Diallo et le sous-lieutenant Sékou Kondé. Leurs familles respectives sont dans l'angoisse. Elles attendent impatiemment les nouvelles de leur fils. Notre équipe de reportage s'est rendue dans la famille du sous-lieutenant Sékou Kondé. L'émotion y était forte. Ali Badara Kamara, Mariam Fodé Kamara, Ibrahima Souri-Souma. Depuis ce mardi matin, les familles des victimes sont impatientes à l'écoute de nouvelles sur les occupants de l'hélicoptère disparu. Après 2 jours de recherche, on est toujours sans nouvelles des portées disparues. Les familles sont inconsolables. Le copilote sous-lieutenant Sékou Kondé est le père de 2 enfants. Sa femme explique les circonstances dans lesquelles elle s'est séparée avec son mari.
Il m'a réveillée à 6 heures, il s'est préparé. Il m'a dit qu'il partait au travail. Mais habituellement, mon mari m'appelle à chaque instant. À 10 heures, il ne m'a pas appelé. À 11 heures, la même chose. Moi, je lui ai appelé sur tous ses numéros après la cuisine. J'ai su que quelque chose n'allait pas. Sa mère, elle, ne sait plus à quel saint se vouer. Son fils était le pilier de la famille. Il s'occupait de tout le monde. Mon fils ne m'a pas fait quelque chose de mal. Nous sommes ensemble, il me donne à manger. Je prie le bon Dieu de nous aider à le retrouver. En attendant que les corps des 2 membres de l'équipage ne soient retrouvés, Nansera Koulibaly prie pour le colonel Abdoulaye Diallo et pour le sous-lieutenant Sékou Kondé. Je prie Dieu, si on le trouve, qu'il le pardonne. Et si on ne le trouve pas, qu'il le pardonne aussi. Je suis patiente maintenant. Mon mari m'a aimé. Que Dieu l'accorde le paradis. Selon les dernières informations, l'appareil volant a été finalement retrouvé. Les 2 corps seraient à bord. Une information qui reste à confirmer. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que l'hélicoptère a été repéré par les plongeurs sauveteurs ce mercredi soir. Le directeur de la DIRPA parle d'une importante étape franchie dans la recherche de cet appareil. Le président du bloc libéral, Faya Milimono, toujours incarcéré à la maison centrale de Conakry. Récemment, ses avocats ont demandé une liberté provisoire pour leur client qui, sitôt, a été refusée. Ces militants dénoncent une manœuvre du pouvoir à faire taire leur leader. Nous avons rencontré le conseiller juridique du parti bloc libéral pour en savoir davantage. Reportage André Mossier Milimono, Ibrahima Sori 5 Souma Ouminatou Sidibé. L'incarcération de Dr Faya Milimono, une pilule difficile à avaler au sein du bloc libéral. Interdiction totale pour lui de recevoir des visiteurs. Selon le conseiller juridique du parti, leur leader se porte très bien d'après les informations qu'ils reçoivent de ses avocats. Nous avons de ces nouvelles. Il a un moral très élevé. Nous n'avons pas eu accès à sa personne depuis qu'il est incarcéré, sauf ses avocats. Mais comme vous le savez, chaque jour que vous connaissez, nos militants et sympathisants, certains membres du bureau exécutif, nous prenions nos temps de partir là-bas, lui rendre visite. Le chargé des questions juridiques du BL estime que cette incarcération est purement politique. Nous observons assez de cas similaires dans le pays qui pourraient intéresser la justice, mais les auteurs ne sont jamais inquiétés. Dans le siège du RPG, ce n'est pas nous, ce n'est pas Faya qui le dit, c'est au siège du RPG Arc-en-Ciel que certaines personnes sont parties se déclarer officiellement qu'ils étaient liés à la guerre et que le professeur Alpha Condé en était l'acteur principal. Concernant la requête pour la libération provisoire du président du BL, le juriste du parti nous informe que pour l'heure, il n'y a pas eu de suite favorable. Mais en cas de refus, le parti usera de tous les moyens légaux pour obtenir la libération de leur leader. Pas encore, parce qu'une demande faite, il faut attendre que le juge se prononce. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le juge ne s'est pas prononcé. On attend d'ici là, chaque jour, on se dit que nous obtiendrons gain de cause. Le président du bloc libéral a été placé sous mandat de dépôt pour diffamation contre le ministre de la Justice. C'était le vendredi 2 août dernier. Faya Milimono passera sa 6e nuit en prison ce mercredi. Nous l'avons également appris ce soir, Faya Milimono restera en prison encore cette nuit. La demande de mise en liberté provisoire introduite par ses avocats a été rejetée par le doyen des juges d'instruction du TPI de Kaloum. Les avocats de Faya Milimono n'entendent pas lâcher prise. Ils disent se battre pour la libération de leurs clients. La rencontre du comité interparti pour la mise en place des démembrements de la CENI ne s'est pas bien déroulée lundi. La CENI propose de procéder elle-même à la révision du fichier électoral si le choix d'un opérateur technique
fait défaut. Cette idée est appréciée par la mouvance présidentielle. Elle n'est pas du goût de l'opposition, de l'UFDG notamment. Nos reporters ont rencontré Mamadou Selou Baldé qui exprime le désaccord de sa formation politique. Algassimou Yaliba et Mohamed Alousseni Kamara. La révision du fichier électoral voulu par le rapport d'experts indépendants continue de faire débat. Honorable Selou Baldé, membre de la commission électorale de l'UFDG, rejette la proposition de la CENI. Lui et son parti politique souhaitent que ce travail soit confié à un opérateur international. Honorable Selou Baldé s'est aussi prononcé sur d'autres questions d'actualité, notamment la détention du président du bloc libéral, Dr Faya Milimono, un des farouches opposants du régime Alpha Condé. Le député a indiqué qu'ils se réuniront dans les jours à venir pour prendre des décisions afin d'exprimer leur désaccord face à cette idée proposée par la CENI. Restons toujours dans le domaine politique pour dire qu'une centaine de femmes réunies au sein du réseau des femmes intègres de Guinée réclament l'adoption d'une nouvelle constitution. Pour elles, la gratuité des soins obstétricaux, l'accès gratuit aux soins pour les enfants de moins de 5 ans, la parité à tous les postes de responsabilité, la protection des femmes domestiques doivent être inclus dans la nouvelle constitution, des préoccupations qu'elles comptent soumettre à l'Assemblée nationale, aux chefs de l'État et aux autres institutions. Alseni Bari et Yacouba Traoré pour le compte-rendu. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la promotion d'une nouvelle constitution en Guinée. Elle porte essentiellement sur le rôle et la responsabilité des femmes vers l'adoption d'une nouvelle constitution. Ici, ces femmes expriment leurs préoccupations qu'elles souhaitent proposer pour l'adoption de la nouvelle constitution. La gratuité des soins obstétricaux, l'abandon de l'excision, la protection des femmes domestiques, la parité dans les postes de responsabilité. Ça ne date pas de longtemps. On faisait parler de 355 cas de viol en 3 mois. C'est une préoccupation. L'affaire de césarienne. Aujourd'hui, quand tu n'as pas les moyens, bien qu'on ait déclaré que c'est gratuit, mais tant que tu n'as pas les moyens, certains coins, vous pouvez mourir de chute d'accouchement parce qu'ils vont demander des choses, des montants que vous ne pouvez pas payer. Ça, c'est nos préoccupations. L'éducation. Dans certains cas, ce n'est que les garçons qui vont à l'école. Il faut que ça soit de façon uniforme, et garçons et filles, que tout le monde puisse se préoccuper. Parce qu'on réserve les filles pour les travaux domestiques. Ainsi donc, à travers ce débat, elles comptent sensibiliser leurs collègues femmes sur l'importance d'une constitution qui devrait traduire les préoccupations des jeunes et des femmes. Domani Douré, marraine de l'événement, n'hésite pas à tendre la main au FNDC. Nous invitons les femmes aujourd'hui qui croient en l'esprit du FNDC à nous rejoindre, ne serait-ce que pour écouter les arguments que nous avons et ainsi ensemble que nous allions le plus important vers l'adoption de cette nouvelle constitution. Ces aspirations de ces femmes seront consignées et formalisées dans un rapport et sera déposé auprès du chef de l'État, à la primature, à l'Assemblée nationale et aux institutions internationales.
Éducation à présent, baccalauréat session 2019. Nous poursuivons notre série de présentations des lauréats. Ce soir, on vous emmène à la découverte de deux autres promus. Le premier, franco-arabe, et le deuxième, option sciences expérimentales. Heureux pour leurs admissions, ces nouveaux bacheliers ont exprimé leur joie au micro de nos reporters Alassane Dafé et Ibrahima Souri Kamara. Leur compte-rendu est rendu par Babila Keita. Avec un taux de réussite de 24,38%, soit 20,63% en franco-arabe, sciences expérimentales, et 23,97% en enseignement général de la même option, ces résultats, publiés par le département en charge de l'éducation, sont contestés par certains candidats. Une année scolaire émaillée de grèves qui ont causé l'arrêt des cours durant 3 mois. Les lauréats Mohamed Haïra Djabi, premier franco-arabe, et Florentin Lama, deuxième de la République, enseignement général, option sciences expérimentales, expriment leurs premiers sentiments depuis l'annonce de cette nouvelle. Pour moi, depuis à bas âge, d'être toujours parmi les meilleurs. Je suis Samo, je suis content, je suis dépassé. En Guinée, les examens sont organisés sous le slogan « Tolérance zéro ». Cette disposition mise en place en 2007 fait parfois peur à bon nombre de candidats durant les examens. Mais pour ces derniers, la réussite se prépare. Je mets toujours en tête que tout ce qu'on m'enseigne sont de mes spécialités. Parce que je ne peux pas voir un professeur qui se bat pour toi en te donnant une leçon et vous maintenant, à votre tour, les élèves, vous n'arrivez pas à accorder un maximum de respect. Première fois pour Mohamed et deuxième fois pour Florentin, ces nouveaux lauréats dévoilent leur stratégie de travail avant d'encourager leurs amis qui ont échoué. La première des choses d'abord, il faut avoir la volonté, avoir l'ambition et prendre une décision ferme pour l'être. Aussi suivre régulièrement les cours, être aussi ponctuel dans les cours de révision. Parce que quand j'ai connu l'échec, là je me suis dit que je dois reprendre la classe, donc j'ai beaucoup d'expérience encore, j'aurai encore beaucoup plus d'expérience. Même si les résultats du baccalauréat de cette année laissent un mauvais souvenir chez les candidats, il lance un appel aux autorités pour leur prise en charge. Un mot d'environnement dans ce journal. Ouverture ce mercredi à Conakry d'un cadre de concertation sur le changement climatique. Il s'agit pour les autorités guinéennes de poser le diagnostic, renforcer le système de collecte de données et d'étudier les mécanismes d'alerte précoce et de résilience pour une meilleure adaptation aux effets climatiques. Djibril Ba, Ibrahima Souri Kamara pour le compte-rendu. Le changement climatique ne cesse d'inquiéter les États. Chaque année, les conséquences dues au dérèglement climatique sont énormes. Déjà, plus de 10 victimes depuis le début de la période hivernale en Guinée. Pour faire face à ces catastrophes, la Direction nationale de la météorologie sollicite plus que jamais le renforcement de son système d'information. Aucun pays n'est à l'abri de ces phénomènes et les pays les plus pauvres payent toujours, comme l'a dit tantôt M. le directeur national, le plus lourd tribut, comme l'ont témoigné les récentes sécheresses qui ont sévi en Afrique de l'Est. Les facteurs qui expliquent le déficit du système d'information pour la collecte des données sont exhaustifs. 19 sur 33 préfectures sont seulement équipées pour fournir des données météorologiques en Guinée. Regrettable selon ses participants. C'est le renforcement des capacités en termes infrastructurels, équipements météorologiques pour permettre à la Guinée de pouvoir collecter des données fiables et de les traduire en termes d'analyse pour permettre que les décisions soient prises à temps et de manière optimale, notamment sur le secteur de l'agriculture. Il faudrait qu'on sache quelles sont les variations climatiques qui vont avoir une influence sur les saisons par exemple. D'autres impacts négatifs du changement climatique sont attendus à la prochaine décennie. Les pays les moins avancés sont plus concernés, avertit Mohamed Lamine Ba. Malheureusement, pour des raisons techniques et financières, nous avons non seulement un déficit en personnel, mais aussi une vétusté des équipements. Et en plus, sur le plan mondial,
il y a une convention qui interdit, qui limite l'utilisation du mercure. Le mercure ne doit pas être utilisé à partir de 2020. Aujourd'hui, 80% de la population rurale est affectée par des catastrophes naturelles, occasionnant ainsi la perturbation agricole et la baisse des récoltes. Dossier évasion Guinée, l'affaire se poursuit devant l'inspection générale du travail. Ce mercredi, les 16 employés mis en congé technique ont répondu à la convocation de l'IGT. Le PDG d'Évasion Guinée, lui, ne s'est pas présenté à ce nouveau rendez-vous. Ben Oumar Silla est le porte-parole des 16 travailleurs remerciés. Il est au micro d'Antoinette Dédé au niveau Guy. Suivez. Donc aujourd'hui, l'inspection nous a convoqués pour parler entre les deux parties, mais malheureusement, l'employeur n'a pas répondu à la convocation. Mais nous, on est venus en équipe pour montrer notre bonne volonté, le respect de la loi que nous avons pour ce pays et les institutions régies en la matière. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest a organisé lundi une séance de formation pour ses étudiants de la filière agro-industrie alimentaire. L'objectif était de réaliser des travaux pratiques dans la conservation et la transformation des produits halieutiques. Mariam Fodé Camara et Alex Silla nous signent ce public reportage. La Guinée produit beaucoup, mais n'a pas les moyens de conserver ses produits en période d'abondance. C'est pour lutter contre le gaspillage des produits agricoles et halieutiques que l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest a créé la filière industrie agroalimentaire. Ces étudiants sont formés sur les techniques de conservation, le découpage des poissons et l'assaisonnement de la viande. D'abord, les confitures. Le conservateur, c'est le sucre. C'est le sucre qui permet de les conserver. Les autres produits, ce sont des produits à base de tubercules. Ils ont été découpés, broyés et séchés. Ouais, j'ai dit que les saucisses et saucissons, c'est la même définition. La différence d'abord, c'est l'état du hachage, n'est-ce pas? Les saucissons sont hachage gros, tandis que les saucisses sont hachage mince. Ce sont des préparations ménagères qui sont assaisonnées. Voilà, donc on y ajoute des ingrédients et des additifs. Ensuite, le mélange obtenu, qu'on appelle la farce, est enfoui dans un boyau. L'opération s'appelle embossage. Et après, ce boyau est mis en cuisson, voilà, jusqu'à l'obtention des saucisses. Les étudiants qui suivent depuis plusieurs mois cette formation expliquent les raisons du choix de ce secteur. Si tu vois notre pays actuellement, il y a beaucoup d'aliments qui se gaspillent par défaut de conservation. Donc à travers cette filière et ces formations que nous sommes en train de recevoir dans cette université, je crois relever ce défi-là. J'ai décidé de faire cette formation premièrement parce que ça va me permettre de limiter la pollution de l'environnement. Ça va me permettre de réaliser mon rêve d'entrepreneur. Et ensuite, c'est une façon pour moi d'aider non seulement les agriculteurs et aussi des jeunes. L'UCAO est une université internationale créée par la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. Sur le continent à présent, en Afrique du Sud, les orphelinats débordent. Environ 3000 enfants sont abandonnés chaque année dans le pays, selon la Coalition nationale de l'adoption. Un phénomène qui inquiète les organisations de protection de l'enfance. Suivez. C'est l'heure du repas à l'orphelinat Door of Hope de Johannesburg. Ce foyer accueille en ce moment 17 bébés abandonnés, dont l'un tout juste arrivé. La nuit dernière, vers 20h30, l'alarme a sonné. Elles ont regardé l'écran de vidéosurveillance et ont vu qu'il y avait un bébé. Donc elles sont allées le chercher devant la maison. Il est arrivé par la boîte à bébé. C'est ici que le nourrisson a été abandonné. L'association a installé cette boîte il y a 20 ans. Plus de 200 bébés y ont été déposés depuis. Quand il y a un bébé ici, l'alarme va nous alerter dans la maison. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a un bébé dans la boîte. En Afrique du Sud, des milliers de bébés sont abandonnés chaque année dans des hôpitaux, des lieux publics ou aux portes des orphelinats. En l'absence de statistiques officielles, les associations estiment qu'environ 3000 d'entre eux survivent. Un phénomène dont l'ampleur reflète la condition des femmes dans l'un des pays les plus inégalitaires au monde.
C'est important de se souvenir qu'elles sont elles-mêmes abandonnées. Elles ont été abandonnées par le père de l'enfant, elles ont souvent été abandonnées par leur famille et elles ont été abandonnées par leur communauté et par toute la société. Touli Malangou ne verra pas sa petite fille grandir. En situation précaire, elle a dû faire un choix quand sa fille, encore étudiante, est tombée enceinte. Ensemble, elles ont décidé de faire adopter le bébé en passant par la voie légale, une démarche encore très difficile à assumer en Afrique du Sud. Pour eux, l'adoption, c'est comme jeter son bébé. J'ai choisi de voir les choses autrement, de briser les chaînes. J'ai fait un choix et j'en suis heureuse. Si elle le désire, sa petite fille pourra un jour faire les démarches pour retrouver sa famille biologique. Un choix que n'auront pas les enfants abandonnés dans les boîtes à bébés de Johannesburg. Culture à présent, musique. Il se définit comme un bâtisseur de ponts entre l'Occident et les Afriques. À l'occasion du festival Jazz in Marciac, Manu Dibango revient sur 60 ans d'une carrière exceptionnelle au cours de laquelle il a chassé les fantasmes sur la musique africaine en multipliant les métissages musicaux. Suivez. Nous sommes des bâtisseurs de ponts. De par nos histoires, 60 ans, ça suppose quand même des ponts énormes entre l'Occident et les Afriques, je dis bien les Afriques. Hein? C'est une chance de toute façon de pouvoir bâtir des ponts entre les deux. Je suis simplement un gars qui est musicien. Je ne suis pas musicien ni européen ni africain, je suis musicien d'origine africaine vivant en Europe. Mais il faut tenir compte de ça parce que beaucoup de gens fantasment sur la soi-disant musique africaine. Moi, je me tâte le matin, je dis, tiens, je suis encore en vie. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Mon problème, c'est quel est mon programme? C'est pas, ah, hier, c'était formidable, Machel, la nostalgie. Il y a ça aussi. Mais il y a surtout le fait que chacun a son karma et qu'on n'explique pas toujours. Mais de toute façon, c'est un ensemble de choses, c'est une addition de beaucoup de bonnes et mauvaises choses. Parce que les deux vont ensemble, évidemment. Hein. Je veux dire, il faut faire face à l'échec comme il faut faire face au succès. Voilà le doyen Manu Dibango qui, à 80 ans, continue de nous égayer. Sport pour clore ce journal, le tournoi de tir à l'arc dénommé le Grand Prix international d'Abidjan s'est achevé ce mardi. Dans cette compétition, la Guinée a obtenu 2 médailles d'argent et 1 en bronze. Au classement général, elle vient en 2e position derrière le pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui brille avec de l'or. Reportage de notre envoyé spécial, Abdoulaye Sadio Diallo. Sur ce pas de tir, les archers de 7 différentes nationalités sont prêts. Devant eux, leur cible, marquée quelques instants plus tard par une pluie de flèches. Durant 2 jours, ces athlètes se sont livrés une véritable bataille sur une distance de 70 mètres. En équipe unisexe, les archères guinéennes n'ont pas tardé à montrer leur savoir-faire. Les filles remportent la médaille d'argent, les hommes le bronze. En équipe mixte, la Guinée s'est contentée de la médaille d'argent pour n'avoir aucune en individuel. Après la compétition, le temps de réagir. Ça n'a pas été du tout facile parce que vous voyez même les duels ont battu, on faisait les mêmes points, C'est la dernière minute qu'ils nous ont dépassé 1 point de quart. Vous voyez, au moins que nous étions à 36 et ils étaient à 37. Face à ces résultats,
Le coach guinéen a beaucoup à dire. En somme, les résultats sont satisfaisants. Seulement, il y a eu quelques déceptions en individuel. Vous remarquez qu'on n'a pas eu de médaille en individuel. Pendant que chez les dames, il y avait une possibilité de médaille ici, mais on n'a pas pu saisir. Et donc, c'est la grosse déception de la journée surtout. Pour ce Grand Prix, ce sont les Ivoiriens qui se sont taillés la part du lion. Ils savent bien faire la star à domicile. Parce que sur les 6 médailles de ce côté, nous avons déjà 5. Je pense que c'est une satisfaction pour nous. Dans le classement général, la Côte d'Ivoire arrive en tête, suivie de la Guinée et du Bénin. L'unique archère qui représentait le Tchad dans ce Grand Prix était bien parti, mais Ourtou Marlise a été contrainte d'abandonner la course pour cause de maladie. Le Grand Prix terminé, le Tizokata lui a débuté par les 20 mètres ce 7 août, jour de fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire. La remise des différents prix aura lieu samedi prochain, selon la FIFTA, la Fédération ivoirienne de tir à l'arc. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.